Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans notre live LinkedIn Substances chimiques et santé des coraux, que dit la science? Je suis Benoît Tonson, chef de rubrique science pour le média en ligne The Conversation France et j'aurai le plaisir d'animer ce live dans lequel évidemment on va s'intéresser aux coraux. Alors quel est l'état des coraux en France, quelles substances les menacent et comment conserver ce joyau de la biodiversité? Alors pour vous donner un petit peu de contexte, il faut savoir que la mission de l'ANSES, c'est d'évaluer les risques pour la santé des végétaux, des animaux et des humains, et que justement en parlant des coraux qui sont donc des animaux, l'ANSES vient de publier une expertise scientifique sur les substances chimiques et les coraux, dont on va détailler les résultats ensemble pendant une heure. Et pour répondre à mes questions, je reçois deux des scientifiques qui ont participé à cette expertise. Karen Bourga, bonjour. Bonjour. Vous êtes écotoxicologue, chef de projet scientifique et vous avez coordonné les travaux de cette expertise. Et à vos côtés, Aurélie Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacienne toxicologue et vous êtes adjointe à la chef d'unité d'évaluation des risques liés aux substances chimiques de l'ANSES. Donc comme je le disais, Karen et Aurélie vont répondre à mes questions, mais surtout aux vôtres. Donc je vous invite à utiliser dès à présent le chat pour poser vos questions, parce que je pourrai les transmettre directement à nos experts. Il n'y a pas de temps dédié à vos questions, donc n'hésitez pas à nous inonder de questions via le chat. Aurélie Mathieu, on va démarrer avec vous cette discussion. Quand on pense aux coraux, on s'imagine tout de suite la grande barrière de corail en Australie. Et pourtant, en France, on a la chance d'avoir des coraux. Effectivement, en France, on possède des récifs coralliens dans les 3 océans tropicaux. On possède 10% des récifs coralliens mondiaux. Et donc, c'est pour ça que la France est particulièrement concernée par la protection de ces écosystèmes marins et donc de ces coraux. Donc très concrètement, sur quel territoire on a la chance d'aller observer, on peut aller observer des coraux? C'est par exemple en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les îles Éparses et Wallis et Futuna par exemple. D'accord, eh bien on sait, Aurélie, qu'aujourd'hui les coraux sont quand même gravement menacés, et ça notamment par le changement climatique, avec son lot de hausse des températures des océans, de leur acidification, mais malheureusement ce ne sont même pas les seules menaces. Non, effectivement. Alors au niveau mondial, il faut savoir qu'il y a 20% des récifs coralliens qui sont irrémédiablement détruits depuis ces dernières décennies. Et il y a effectivement d'autres pressions qui s'appliquent aux coraux, dont les pollutions liées aux activités humaines qui entraînent la présence de substances chimiques dans l'eau et donc à proximité des récifs coralliens. Et justement, en fait, puisque je parlais du changement climatique, on connaît, je pense, vous allez me contredire si je me trompe, mais les impacts du changement climatique via les articles scientifiques, mais finalement assez peu l'effet des substances chimiques. Pourquoi? Alors effectivement, il y a il manque de données sur ce versant-là. Et c'est pour cette raison que l'ANSES a été saisie en 2018. On a été saisi dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on a été saisi dans un contexte où le ministère de l'écologie en 2018 a lancé une mission océan, dont une des actions c'était de réaliser un inventaire des substances chimiques potentiellement toxiques pour les écosystèmes marins et pour les récifs. Et donc dans ce contexte-là, on a été saisi conjointement avec l'Office français pour la biodiversité, donc l'OFB, pour évaluer les impacts des substances chimiques sur les récifs coralliens. Et donc vous avez répondu à une saisine du ministère? Du ministère de l'écologie, effectivement. Et ça se passe comme ça sur les différentes, vous pouvez être saisi par uniquement des ministères, ou ça peut être aussi d'autres... Non, on peut être saisi par différentes instances. On est saisi principalement par nos 5 ministères de tutelle, dont le ministère de l'écologie fait partie, mais on peut être également saisi par exemple par des associations qui sont membres de notre conseil scientifique, par différentes instances. Alors pour rentrer plus dans les détails, Karen, pour connaître l'impact des pollutions sur les coraux, il a fallu aller sur place, aller plonger, faire des expériences, réaliser des prélèvements? Non. En réalité, cette expertise se base principalement sur une recherche de la littérature, c'est-à-dire des articles scientifiques, mais également de la littérature grise, comme des thèses ou des rapports.
Et puis, il avait tout un paquet de données qui étaient disponibles. Et puis, c'est Patrina, en fait, c'est un centre d'expertise qui a conduit une revue de la littérature sous la coordination de l'OFB. Et nous a permis de recenser toute l'information disponible sur les substances chimiques qui ont été l'objet des études sous les effets toxiques des coraux. Concrètement, ça représente quoi, ce qu'on appelle la littérature scientifique, donc l'ensemble des articles? C'est énorme, non? Oui, effectivement, c'était vraiment un grand nombre des études, non seulement des études françaises, mais également des études au niveau international. Toute cette information a été collectée, en fait, et puis mise dans une base de données. Et puis, ça nous a permis vraiment d'identifier les substances chimiques qui pourraient être potentiellement toxiques sous les récifs coralliens. Donc, on parle de dizaines, centaines? On a identifié environ une centaine de substances chimiques. En fait. D'accord. Et donc, à partir de ces... pardon, là, je parlais encore des articles, la masse d'articles scientifiques que vous avez dû étudier. Et pour étudier ça, vous avez fait toutes les deux? Non, non. C'était... en tout cas, dans le cadre de cette saisine, Patrina il a eu l'appui également d'un groupe d'experts coraux, en fait, qui ont vraiment suivi tous ces travaux de recherche bibliographique. Et nous, côté ANSES, on a constitué un groupe de travail, on l'a nommé groupe de travail récif, et qui était constitué par des experts des différentes institutions. Il y avait 5 experts. Nous avons 2 experts qui avaient une expertise dans le domaine de l'écotoxicologie. Et on avait 3 experts qui étaient plutôt, qui avaient pas mal d'expérience sur tout ce que c'était suivi des substances chimiques dans le milieu marin, en fait. Et comment vous avez sélectionné ces 5 personnes? Oui, vas-y. En fait, quand on lance un appel à candidature pour traiter une expertise à l'agence, donc là pour l'expertise récif, on essaye d'identifier les compétences qui sont nécessaires pour conduire l'expertise, les experts candidatent, et nous on va regarder et constituer un groupe en fonction de leurs compétences pour avoir un groupe assez pluridisciplinaire. On va également regarder s'ils ont des liens d'intérêt pour justement avoir une indépendance de l'expertise. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait faire un lien d'intérêt qui pourrait vous faire justement refuser un expert? Ça peut être des liens avec l'industrie. Ça peut être des liens financiers, effectivement, avec l'industrie. Parfois, ça peut être des liens intellectuels aussi qui nous font qu'on ne peut pas retenir un expert parce qu'il a une position ou un engagement qui fait que c'est pas forcément possible. Néanmoins, on essaye, quand on constitue un groupe, d'avoir vraiment quelque chose de pluridisciplinaire en termes de compétences, mais aussi de points de vue, parce que l'objectif, c'est d'avoir un débat et de pouvoir justement confronter les points de vue et à la fin aboutir à quelque chose de robuste, mais qui prend en compte les différentes... Et qu'est-ce qu'on considère comme étant un expert à l'ANSES? Ce sont tous des scientifiques, des universitaires, ou ça peut être d'autres profils? À l'Access, on a des experts qui sont effectivement universitaires, on a aussi des experts qui peuvent appartenir à des institutions diverses et variées, françaises, et globalement ce sont des experts francophones qu'on prend à l'agence. Donc on rappelle les différentes disciplines qui sont représentées par ce groupe. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir évaluer justement des centaines d'articles scientifiques pour pouvoir les comprendre et en tirer déjà, dans le cadre de cette racine, c'était Patrina qui a fait vraiment un travail de... Pour rappeler ce que c'est Patrina, pardon, c'est le centre d'expertise et des données du patrimoine naturel. C'est une unité en fait qui est constituée par c'est une unité mixte, CNRS, Mission d'histoire naturelle, OFB et IRD. Je pense que oui, c'est ça. Et puis l'équipe Patrina, il a fait vraiment un travail d'analyse de chacune des études. Ils nous ont transmis encore plus de données et nous, on a pu identifier des valeurs seuil de toxicité pour chacune des études. D'accord, donc ça on rentrera plus dans le détail avec vous, toujours Karen. Vous avez pu identifier un certain nombre de substances suspectes. On a pu entendre parler déjà dans les médias, je pense, de l'impact des crèmes solaires, par exemple, sur les coraux.
Est-ce que ça, vous l'avez étudié et quels sont les autres types de substances sur lesquelles vous avez pu travailler? Déjà, cette recherche bibliographique a permis d'identifier une centaine de substances. On avait à grouper les substances en fonction de leur usage principal, mais aussi par rapport à leur structure. Du coup, on avait des groupes de substances comme les filtres UV, que ce sont des substances qu'on les retrouve dans la composition de certaines crèmes solaires. On avait aussi un autre groupe, c'était le groupe pesticides, un groupe métaux, un autre groupe substances pharmaceutiques. On avait un groupe microplastique, hydrocarbures, et finalement on avait un groupe qu'on avait appelé autres substances, que c'était des substances qui n'entraient pas vraiment dans la catégorie de cette groupe en fait. Et Aurélie, justement, là, pour qu'on comprenne bien chaque terme que vous utilisez, puisque vous êtes toutes les deux assez précises. Moi, j'ai parlé de substances à risque. Vous, des fois, on peut parler de toxicité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment on catégorise ces substances? Alors effectivement, des substances qui présentent un danger ou des risques, c'est pas du tout la même chose. Je peux vous donner un exemple pour comprendre la différence entre danger et risque. Si vous êtes en présence d'un lion, un lion c'est dangereux, tout le monde le sait. Hein. Par contre, si le lion est en cage, dans ce cas-là, vous n'avez pas de risque. Il ne va pas pouvoir vous manger. En revanche, il est en dehors de cage, là, effectivement, vous avez un risque. D'accord. Donc la différence, elle est vraiment là. Et là, si on extrapole donc au coraux, on a des substances qui, effectivement, peuvent entraîner des effets sur les coraux, une centaine, comme a dit Karen. Et si elles dépassent une certaine concentration dans le milieu marin, éventuellement, elles peuvent entraîner des risques pour la santé de ces coraux. Et justement, ces substances-là, une centaine, ça, c'est des seuils qui ont été étudiés en laboratoire, pas forcément sur le terrain, dans les océans. Oui, en fait, la revue de littérature avait pris en compte toutes les données existantes, c'est-à-dire qu'il avait des données de laboratoire, mais aussi des données terrain. Et pour l'expertise, on a pris en compte les données qui avaient été produites en conditions de laboratoire. D'accord. Voilà. Donc merci pour cette présentation. Je rappelle à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Hein. Je ne manquerai pas de les faire passer à nos expertes. Et donc finalement, sur ces 100 substances, quelles sont celles, Aurélie, qui peuvent présenter vraiment des risques avérés pour nos coraux en France? Alors, effectivement, donc sur ces 100 substances, nous, on a pu conduire l'évaluation des risques que sur la moitié. Pour les autres, ce n'était pas possible, on manquait de données, soit d'exposition, soit de danger. Et sur cette cinquantaine de substances, on a pu mettre en évidence des risques sur une vingtaine d'entre elles. Et uniquement dans certains territoires, c'est-à-dire en Guadeloupe, Martinique, Réunion et à Mayotte. Pour les autres territoires, on manquait de données d'exposition. Et ces substances pour lesquelles on a mis en évidence des risques, c'est des substances qui peuvent être des substances de la famille des filtres UV, comme par exemple l'octocrylène, l'octinosate par exemple. Donc les filtres UV, dans toutes les crèmes solaires, on les retrouve ces substances ou ça varie beaucoup? Karen, peut-être vous savez On n'a pas vraiment étudié quelles sont les crèmes solaires qui contiennent ces substances, mais il peut être présent dans plusieurs crèmes solaires. D'accord, donc Aurélie, pardon, je vous ai coupé sur les... vous commenciez à nous évoquer les différentes classes et donc on a fait les filtres UV. Exactement, on a pu aussi montrer des risques pour certains pesticides, comme par exemple le chlordécone ou le chlorpyrifos. Alors, on connaît bien le chlordécone, je pense que le chlorpyrifos c'est aussi un autre pesticide largement utilisé dans les dans les substances d'outre-mer. Dans les territoires d'outre-mer, pardon. On n'a pas vraiment étudié on n'a pas vraiment identifié si le chlorpyrifos est utilisé dans les territoires d'outre-mer, mais par rapport à la question sur la chlordécone, on n'était pas très surprise de le retrouver parce que tout le monde sait que c'est une substance très persistante. Ouais. Et puis, je reviens au cas de chlorpyrifos, qui est une substance qui est interdite au niveau européen il n'y a pas longtemps. Et bon, on le retrouve encore parce que jusqu'à que vraiment tout s'est mis en place, c'est pas étonnant de le retrouver, mais en théorie, dans les années à venir, on devrait retrouver moins de concentration de ces substances dans le milieu marin.
Juste par rapport au chlorpyrifos, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il a une interdiction au niveau européen, sinon qu'il y a des actions pour justement des propositions d'interdiction au niveau international dans le cadre du règlement des polluants organiques persistants. Et puis voilà, on attend vraiment que tout soit accordé et puis que cette interdiction soit étendue au niveau international. D'accord. Je vous rends la parole, Aurélie, j'arrête de vous couper. Il me reste une dernière famille, effectivement. Donc il y a une dernière famille pour laquelle on a mis en évidence des risques, c'est les métaux, par exemple l'aluminium, le zinc, le cuivre, le plomb, etc. Et donc finalement, peut-être Karen, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples assez concrets justement de l'effet que peuvent avoir ces substances-là sur les coraux? Peut-être justement en nous disant, comme vous venez de le faire sur les pesticides, peut-être pour les métaux ou pour les filtres UV. Déjà, quand je vous ai parlé de la revue de la littérature, il faut savoir qu'il y avait un gros corpus d'informations et nous avons sélectionné les études pour lesquelles il avait été pris en compte des réponses biologiques les plus pertinentes. Et c'était la mortalité, la croissance, l'efficience photosynthétique, également la densité des zoosynthèles, les recrutements. La densité des zoosynthèles. Qu'est-ce que c'est? En fait, déjà les coraux sont des organismes en symbiose avec certaines espèces des algues, et puis c'est justement ces types d'organismes. Et puis du coup, assez souvent, l'efficience de la photosynthèse est étudiée chez les coraux. Et puis, je crois que je vous ai dit, la fertilité également, c'était un des réponses biologiques qui a été retenu. Et finalement, les recrutements des larves, c'est des réponses biologiques qui avaient été considérées comme les plus pertinents. Et du coup... Et le blanchissement aussi. Les blanchissements, merci. Et puis... En fait, on avait toute une diversité de données. Pour certaines substances, les études ont été conduites pour évaluer les effets sur la mortalité et sur les blanchissements. Sur des autres substances, on avait des études dans lesquelles avaient été évalués plutôt les effets sur la fertilité. Et du coup, et bien sûr, s'il y a des effets sur ce type de réponses biologiques, il peut y avoir des conséquences à long terme et puis avoir un impact dans la survie et la génération des coraux. Et donc, Karen, une substance est considérée comme étant dangereuse si elle impacte un seul de ces facteurs, l'ensemble. Comment on catégorise un petit peu ces différentes substances? Si vous voulez savoir si vraiment on peut faire un listing de quelles sont les substances les plus toxiques, c'est un peu compliqué en fait parce que qu'est-ce qu'on observe dans la littérature, c'est que les études ont été conduites dans des différentes conditions, donc c'est un peu difficile de comparer. Et puis c'est quand même aussi un peu délicat de dire, voilà, cet effet est le plus pertinent par rapport à l'autre. C'est un peu délicat. Mais si on regarde l'ensemble des données, on constate qu'il y a surtout les stades larvaires sont très sensibles aux substances chimiques. Parce que pour rappeler peut-être à nos spectateurs, les coraux sont d'abord à l'état larvaire avant d'être ce qu'on voit dans les reportages. Ouais, tout à fait. C'est un état larvaire, il va passer par différentes étapes jusqu'à arriver à un état adulte dans lequel il va former des récifs. Et c'est ce qu'on voit dans les territoires d'outre-mer. Et donc, est-ce qu'on peut prendre quelques exemples de molécules particulièrement à surveiller finalement après votre expertise? Déjà, on avait constaté que pour les groupes filtres UV, on n'avait pas identifié vraiment des données d'exposition dans les territoires d'outre-mer. Ce sont des substances qui ne sont pas suivies. Et du coup, notre évaluation des risques se base sur les concentrations qui ont été identifiées au niveau international. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces substances, il y a certaines substances qui sont déjà identifiées à risque. Et puis, une des recommandations, c'est vraiment faire un suivi de ces substances dans le milieu marin des territoires d'outre-mer.
Du coup, j'insiste un petit peu sur les. Est-ce qu'on peut donner aux personnes qui nous regardent justement quelques exemples de molécules emblématiques dans chacune des catégories que vous avez sur lesquelles vous avez pu travailler? Par exemple, si on revient au filtre UV, c'est ce que ce serait intéressant de savoir le niveau de concentration d'octocrylène dans certains territoires, notamment des endroits où il y a une forte fréquentation des sites de baignade. Et ça serait bien vraiment savoir qu'est-ce qu'on retrouve dans les territoires d'outre-mer. Et justement, cet octocrylène, là, parce que ça peut être vous et moi on se met de la crème solaire, on va se baigner. Quel est l'impact de cette substance sur les coraux? Là, on parle de blanchiment, on parle de mort des coraux, on parle de problèmes de croissance. Il avait été, comme effet toxique, il avait été repéré des effets on avait identifié du blanchissement des coraux, mais également il avait des effets sur l'efficience de la photosynthèse, me semble principalement. Ouais. Et quel est justement le blanchiment des coraux? Qu'est-ce que ça fait vraiment aux coraux, le fait qu'ils blanchissent? En grosso modo, ça veut dire qu'il va perdre la zooxanthelle. Et puis s'il perd la zooxanthelle, ça compromet la survie de l'organisme. D'accord. Et au niveau, vous avez aussi mentionné, c'est Aurélie qui le mentionnait, les métaux. Alors lesquels et quels sont les effets que vous avez pu observer? Alors, on a mis en évidence des risques pour un certain nombre de métaux, plomb, cadmium, cuivre, zinc. Pour les effets, je pense que... Des effets, les métaux, c'était un des groupes qui était pas mal étudié, et notamment les cuivres, si je me souviens bien. Et il avait surtout des études dans lesquelles il regardait l'efficience de la photosynthèse. En fait. C'était un des paramètres qui étaient les plus étudiés, et puis on a observé quand même des effets significatifs sur plusieurs espèces de coraux. Et ces métaux-là, ils viennent des rivières qui se jettent dans les océans, ils viennent à la base ça c'est de la pollution vraiment humaine, industrielle par exemple? Déjà, avec les métaux, c'était un cas particulier parce qu'on avait identifié des risques pour certains territoires, mais la question qui se posait, est-ce que vraiment cette pollution vient d'un apport par les activités humaines? Parce qu'on sait que dans la nature, on peut avoir comme une espèce de bruit fond en fait, de la présence de ces métaux. Du coup, on ne pouvait pas savoir vraiment si c'est un apport anthropique ou est-ce que c'était quelque chose de naturel, en fait, la présence de certains métaux. Mais il me semblait que pour certains territoires, on avait plutôt identifié que les concentrations qui ont été retrouvées pourraient venir d'un apport anthropique. Et puis ça peut venir de plusieurs sources, en fait, comme les lessivage des sols, et puis peut-être quelques activités industrielles, par exemple. Alors là, on va passer une question du chat, donc merci et continuez d'en poser. Alors peut-être je la découvre en même temps que vous, hein, mais peut-être pour Karen. Nous voyons des produits cosmétiques solaires qui revendiquent une mention Reef Safe, donc corail safe j'imagine. Est-ce une mention légale? Et si oui, quels sont les tests qui permettent d'appuyer cette sécurité environnementale? Par rapport aux allégations, on sait que cette allégation, il a une espèce de cadre légal dans lequel les industriels peuvent utiliser ce type d'allégation. Il doit montrer des éléments probants. Mais nous, on n'a pas investigué vraiment quels sont les types de tests qu'il faut être fournis pour les produits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces marquages, ils sont soutenus par des études qui ont été conduites par les industriels. Uniquement par les industriels? Oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment, si j'ai envie de conseiller une marque en particulier à nos spectateurs, ça va être compliqué.
Tout à fait. Tout à fait. En revanche, ce qu'on peut peut-être dire pour compléter, c'est que, comme on l'a dit, on a quand même mis en évidence des risques pour les récifs pour 3 substances qui sont des filtres UV, hein. L'octinosate, l'octocrylène et L'oxybenzone. l'oxybenzone, voilà, heureusement qu'on est 2. Et clairement, nous, ce qu'on indique, hein, c'est que, en tout cas, l'agence considère que la présence de ces substances qu'on a montrées comme à risque pour les coraux ne devrait pas se retrouver dans des produits solaires qui ont cette allégation ou qui ont ce logo sur le packaging. Mais ça peut arriver. C'est possible. C'est possible. Et est-ce que dans votre, Karen, dans votre étude, donc on était parti d'une centaine de substances, finalement vous avez pu en investiguer une cinquantaine. Est-ce que ça vous a surpris finalement d'avoir assez peu ou pas assez d'informations scientifiques à vous mettre sous la dent et sous la dent de votre équipe d'experts? Oui, on était un peu surpris de ne pas retrouver déjà toutes les substances qui ont été identifiées dans la revue de littérature. On était surpris de trouver que dans certains territoires, il n'a aucune information parce que pour certains territoires, les systèmes de suivi des substances chimiques n'a pas été mis en place. Et d'un autre côté, on était un peu surpris de retrouver, par exemple, sous les données de toxicité sur les coraux, qui n'avaient pas de substances un peu d'intérêt comme certaines substances pharmaceutiques qui sont très utilisées. On était surpris qu'il manquait un peu de données sur ce type de molécules. Et donc peut-être dans les préconisations, c'est justement essayer de pousser cette recherche scientifique pour avoir plus de résultats, parce que finalement, vous vous basez là-dessus et donc... Oui, effectivement, dans les recommandations, on avait mis des recommandations par rapport aux données coraux. D'après notre aperçu, quels sont les manques des informations, on a mis dans la ville d'agence quels sont les groupes de substances pour lesquels encore l'information est un peu lacunaire. C'était les substances pharmaceutiques et aussi les microplastiques. Et puis également, on a mis des recommandations par rapport aux données d'exposition, qui ont besoin vraiment de renforcer la surveillance et puis de mettre en place des systèmes de suivi. Oui, ça, on reviendra sur toutes les, sur toutes les préconisations que vous avez pu faire. Je reviens un peu au chat, j'ai l'impression que ça démarre bien, donc n'hésitez pas à continuer, c'est super. On a encore une question sur les cosmétiques solaires, hein, ça fait assez réagir. Peut-être Aurélie, vous aurez la réponse. Donc nous voyons des produits... Non, pardon, excusez-moi. Comment avez-vous pu déterminer que les filtres solaires proviennent des crèmes solaires et non pas de certains plastiques ou de certains médicaments? On n'a pas... Plutôt Karen alors. On n'a pas identifié la source d'où viennent ces filtres UV, mais effectivement, non seulement à partir des produits cosmétiques, il peut y avoir des autres sources. Nous avons, récupéré une liste de substances avec, dans le cadre de filtres UV, toute une série de filtres UV qui sont très utilisés en cosmétique. Mais effectivement, il peut y avoir des autres utilisés pour des autres usages. Ah, donc des filtres UV peuvent être utilisés dans des plastiques. Et on peut les retrouver, oui. D'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, est-ce qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs sous ces microplastiques dont on parle beaucoup quand on parle pollution de l'océan, est-ce que ces microplastiques ont un effet sur les coraux? Karen. Sous les microplastiques, je me souviens très bien, il avait été retenu 8 études. Et puis on était un peu déçus parce que ce n'était pas aussi évident de regarder les effets toxiques sous les microplastiques. Déjà, c'était une espèce de mélange de microplastiques avec différents diamètres et différentes caractéristiques. Et puis les études ont été conduites d'une manière que pour certains, était un peu difficile d'établir une valeur seuil. Et sous des autres, on ne voyait pas vraiment des effets significatifs.
Et puis la partie plus difficile encore, c'est que pour certains comment dire, mélanges de microplastiques, c'était vraiment très compliqué de les rapprocher aux données d'exposition. Bon, déjà, on n'avait pas, et on avait retrouvé juste une étude qui avait un test en fait. C'était très intéressant, quelques données qui avaient été collectées en Polynésie française, mais on n'a pas pu les vraiment rapprocher avec les données dangers coraux qu'on avait. D'accord, et bien justement, toujours, là, Aurélie, là, vous pourrez me répondre. Je crois quelqu'un n'a pas encore pas très bien compris sur les notions de toxicité. Qu'est-ce qui fait dire qu'une substance est toxique ou pas pour les coraux? Oui. Alors donc ce que je disais, c'est que effectivement les substances chimiques, elles peuvent entraîner des effets, donc elles peuvent avoir un danger sur les coraux. Par contre, pour pouvoir dire s'il y a un risque ou pas, il va falloir qu'on fasse une sorte de calcul. C'est-à-dire qu'on va identifier à partir d'un seuil, comme disait Karen, à partir de quel seuil on va observer des effets sur les coraux. Et on va mettre ça au regard d'une concentration auquel on va retrouver la substance chimique dans l'eau. Et en comparant les deux, ça va nous permettre d'identifier s'il y a un risque ou pas pour les coraux. Et sur la notion, je rebondis sur ce que vous disiez Karen, ou vous parliez d'une seule thèse en Polynésie, donc des données un peu parcellaires. Est-ce qu'il y a des régions françaises que vous avez étudiées qui sont plus ou moins étudiées par les scientifiques justement? Est-ce que tel territoire est mieux étudié qu'un autre, ou est-ce qu'il y a même des territoires qui ne le sont pas du tout, ou pas assez en tout cas? Étudier, je ne suis pas en mesure de répondre à la question, mais si on regarde les données que... Donc, pardon, je voulais dire quels sont les principaux... Est-ce qu'il y a des territoires français ultramarins qui sont assez peu étudiés finalement, et donc vous n'avez pas d'infos sur justement ces fameux seuils de concentration qui pourraient faire qu'une substance devient toxique ou non? Déjà, dans le cadre de cette expertise, on avait quand même interrogé des représentants de certains territoires auxquels on remercie vraiment pour le temps qu'ils nous ont donné. Et puis, on avait constaté que, par exemple, pour le territoire de Wallis et Futuna au Saint-Barthélemy, il n'a pas vraiment suivi des substances chimiques, en fait. Et voilà, on n'avait pas d'informations. C'est pour ça qu'en fait, on a pu conduire l'évaluation des risques que sur certains territoires. Martinique, Guadeloupe, Réunion et Mayotte. Pour les autres territoires, en fait, on n'avait pas de données de concentration dans les eaux pour pouvoir faire ces calculs de risque et savoir s'il y avait des risques ou pas pour les coraux. C'est vrai que c'est dommage parce que ça paraît pas être des études très difficiles à mener d'un point de vue scientifique d'aller faire des prélèvements et finalement de mesurer les seuils de telle ou telle molécule. Bon, c'est quand même des territoires qui sont très éloignés et du coup il faut quand même un moyen pour déjà faire des campagnes et des mesurer. Enfin, c'est pas aussi simple en fait. D'accord, mais passons à une question de Sophie, toujours dans le chat. De quelle année datent les premiers articles scientifiques, Karen, vous pourriez nous le dire, de quelle année datent les premiers articles scientifiques à propos des dangers des substances chimiques sur les récifs coralliens? Donc je rajouterai depuis quand on s'y intéresse finalement. Je ne peux pas vous donner vraiment la date exacte. Je vous invite vraiment à regarder, à consulter la publication de Patrina. Mais par contre, c'est ce qu'on avait dans la publication, il montre qu'il y a une progression depuis 20 ans dans la recherche sur les effets des substances chimiques sur les coraux. Je dirais depuis 20 ans que ça progresse. Donc peut-être que si on recommençait cette expertise dans 5-10 ans, vous auriez beaucoup plus de papier à vous mettre sous la dent. Peut-être. Et maintenant, on a envie de savoir, vous avez fait votre étude. Aurélie, vous avez mesuré les risques, les dangers, etc., comme vous l'avez expliqué. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors nous, quand on conduit une expertise, donc voilà, on se base sur la revue biblio, on travaille avec nos experts, ensuite on conclut évidemment, et on va émettre un certain nombre de recommandations. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on détaille ces recommandations. Oui, peut-être déjà expliquez-nous qu'est-ce que vous rendez, à qui vous le rendez, okay. et puis qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux rapport. Ok, donc oui, effectivement, nous ce qu'on rend, c'est un document écrit, c'est un rapport d'expertise collective. On le rend
personnes qui nous ont posé la question, donc ici c'est au ministère de l'écologie. Donc on lui transmet ce rapport, on lui présente, on lui explique aussi nos conclusions, nos recommandations. Et ensuite, c'est au ministère de se saisir de ces recommandations, de ces conclusions pour faire éventuellement avancer les choses. Prenons quelques exemples. Alors, qu'est-ce que vous avez suggéré au ministère? Voilà, parmi les recommandations sous la gestion, la plus importante, c'était vraiment de limiter les rejets de substances chimiques. Il fallait vraiment décadrer les substances chimiques depuis la source, et puis notamment via les réglementations des substances chimiques qui existent actuellement, par exemple les règlements REACH. Règlement REACH, vous pouvez nous rappeler c'est un règlement européen qui concerne les substances chimiques hors substances phytopharmaceutiques et biocides. Et puis ce règlement a des outils qui nous permettent de faire une gestion des substances chimiques, par exemple par des mesures de restriction de certaines substances pour certains usages ou des autorisations, etc. On peut vous donner par exemple l'exemple de l'octocrylène. On en a parlé, c'est une substance qui est présente potentiellement dans les crèmes solaires et pour laquelle nous on a montré qu'il y avait des risques pour les coraux, il y a aussi des risques pour l'environnement qui sont démontrés. Et nous, à l'agence, on est déjà mobilisés sur cette question et on a proposé d'engager une restriction de cette substance dans le cadre de cette réglementation REACH pour limiter l'usage de cette substance. Une restriction des substances, ça veut dire on interdit aux industriels de s'en servir? Ça veut dire qu'on limite l'usage en dessous d'un certain seuil. On limite au-dessus, pardon. Et donc, ces substances-là pourraient être utilisées, mais de manière beaucoup moins importante dans les crèmes solaires vendues dans le commerce de l'Union européenne. Là, on parle dans le cas de REACH, oui, c'est européen. D'autres substances pour lesquelles vous avez donné des préconisations, Karen? En réalité, c'était surtout limiter les rejets des substances chimiques. Nous avons les cadres réglementaires, mais on a mis quand même, on a mis en avance aussi l'amélioration des systèmes d'assainissement. Ça, c'était un des points qui ont émergé lors de nos discussions avec les différents représentants des territoires. Et c'est une problématique qui est connue, mais quand même, nous, on a voulu vraiment le soulever. Donc limiter les rejets, ça veut dire mieux travailler au moment des stations d'épuration ou c'est même encore en amont sur de ne plus utiliser certains produits? Déjà, on a l'utilisation de certains produits qui sont dangereux, mais aussi tout ce que c'est le système d'assainissement, aussi la récolte des eaux pluviaux, tout ça, c'était quelque chose qu'il faut du travail en fait. Aurélie, vous nous donniez l'exemple des filtres UV. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple dans notre molécule? Par exemple, vous évoquiez tous les deux les pesticides. Oui, effectivement. Donc on a l'exemple aussi du chlorpyrifos, donc c'est un pesticide. Comme l'a dit Karen précédemment, tout à l'heure, je crois, c'est une substance qui est interdite depuis peu de temps au niveau européen. Donc au niveau européen, on est plutôt pas mal. Mais par contre, au niveau international, on peut encore la retrouver. Et donc là, il y a des initiatives au niveau international pour essayer de l'interdire dans le cadre de la réglementation sur les polluants persistants, polluants organiques persistants. Parce que c'est vrai que là, on parle alors de la France, de l'Union européenne, mais bon, ces coraux sont dans un environnement global. Donc vos recommandations peuvent aller jusqu'à l'échelon international? Alors nous, nos recommandations, elles sont déjà françaises et européennes éventuellement, mais on voit effectivement que c'est une problématique qui est beaucoup plus large et que au niveau européen, il y a déjà des choses qui sont faites. On l'a dit par exemple pour le chlorpyrifos qui est maintenant interdit, mais on voit qu'au niveau international, effectivement, il y a des substances qui peuvent être interdites et donc on peut limiter les rejets de ces substances à plus grande échelle. Donc une autre question qui nous vient du chat, je pense que Karen, vous allez pouvoir nous redire ça, c'est plutôt sur la méthodologie. On nous dit qu'au vu des réactions sur le chat, est-ce qu'on peut répéter d'où proviennent les données utilisées pour l'expertise?
D'où viennent vraiment les données? Les données, comme je vous ai dit, les données d'Angers Corot viennent d'une recherche de littérature. C'était des articles scientifiques qui ont été récoltés, et puis également des rapports des études, des thèses. Et puis c'était une recherche bibliographique qui était très large, qui a suivi toute une méthodologie. Comme je vous ai dit, Patrina, il a mené ses travaux en fait, et puis il a consulté également des bases de données en fait pour essayer d'avoir le maximum d'informations sur les données des dangers coraux. Alors je ne l'avais pas comprise comme ça cette question, mais peut-être que la question est aussi quand on dit d'où proviennent les données, c'est peut-être d'un point de vue purement géographique. Donc peut-être aussi de rappeler les principales études où elles ont été faites. D'après souvenir, il avait quand même pas mal d'études qui venaient des États-Unis. Il avait des données qui venaient aussi des autres régions du monde, comme en Asie. Mais il me semble que c'était surtout les Américains qui ont produit pas mal de données. Je vous invite à voir la publication de Patrina dans laquelle il fait un mapping par rapport au pays où on retrouve le plus d'informations. En fait. Alors justement, vous l'avez cité plusieurs fois, cette étude. Ça, c'est quelque chose que un spectateur peut aller lire. Où est-ce qu'il peut aller le trouver? Il était publié dans un journal scientifique. Je peux vous envoyer les liens vers la publication. On le mettra peut-être dans le chat. Hein. Vous avez aussi, je pense, dans le chat le lien vers le rapport d'expertise. La publication est citée dans le rapport d'expertise de l'ANSES. Donc en tout cas, si vous allez voir dans le rapport, vous pouvez trouver la référence exacte. D'accord. Et le rapport en lui-même, il peut être lu par tout le monde. Tout citoyen. Il est relativement vulgarisé. On essaye d'écrire de manière compréhensible pour que tout le monde puisse comprendre les sujets qu'on réalise. Et de toute façon, tous les rapports qu'on réalise à l'ANSES sont publiés sur le site de l'agence parce qu'on travaille pour nos ministères de tutelle, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais on travaille aussi pour l'ensemble de la population et pour que l'ensemble de la population puisse avoir connaissance des données scientifiques sur différents sujets, et ici sur les récifs. Est-ce que, puisqu'on parle de différents territoires qui sont très éloignés les uns des autres, si par exemple j'habite en Guadeloupe, je peux aller regarder spécifiquement les dangers qui guettent mes coraux, entre guillemets? On a fait une évaluation de risque territoire par territoire, donc c'est possible de savoir si il y a des risques pour telle substance dans tel territoire. On peut dire, je ne pourrais pas vous dire quelle substance dans quel territoire, mais effectivement c'est possible de retrouver cette information dans le rapport. Et donc vos préconisations sont aussi locales. Est-ce que justement je suis un citoyen de telle zone, je peux aller savoir ce que vous avez dit de mon territoire, et puis peut-être que dans 1 an, 2 ans, je peux aller demander des comptes finalement à mes élus. Alors nous, quand on fait des recommandations, on ne cible pas forcément un territoire, on a fait des recommandations pour l'ensemble de la France et pas pour un territoire en particulier. Et donc toutes les recommandations que Karen a citées tout à l'heure, elles sont valables pour tous les territoires. D'accord, parce que je pose la question parce que vous parliez tout à l'heure de certains pesticides, par exemple le chlordécone qu'on retrouve principalement dans certaines régions et pas d'autres. Donc peut-être que les risques ne sont pas les mêmes dans toutes les régions, et donc on pourrait suivre ça région par région. Nous, quand on a recommandé de renforcer le suivi des substances, on a fait une recommandation très générale. Après, c'est à chaque territoire s'ils doivent mettre en place ce type de suivi ou renforcer le suivi, parce qu'il y en a déjà qui existent dans un certain nombre de territoires. Ils peuvent effectivement regarder les résultats du rapport pour essayer de mieux cibler certaines substances à rechercher, en particulier dans l'eau de la région. Et donc une autre question, quelles sont les questions du chat, toujours évidemment, quels sont les freins à une meilleure surveillance de la pollution chimique? Aurélie, Karen? Je pense que c'est une question aussi des moyens, en fait. Je pense que c'est pas aussi évident de mettre en place des suivis, surtout dans des régions qui sont très éloignées, en fait.
Parce que sur chacun de nos territoires ultramarins, il n'y a pas forcément un laboratoire de référence à chaque endroit qui peut aller faire des prélèvements régulièrement sur différentes zones. Puis peut-être aussi que les coraux sont assez loin des côtes, c'est peut-être compliqué. Je pense qu'il faut des moyens logistiques en fait. Je ne peux pas vous dire si ce qui est dans chaque territoire il a des laboratoires de référence, mais je pense qu'il faut quand même un moyen pour déployer un système de suivi, de surveillance, quoi. Et puis ça coûte un certain prix, donc plus on augmente le nombre de substances à chercher, plus ça coûte. Donc il y a des choix aussi à faire. Parce qu'on peut pas rechercher tout et n'importe quoi partout, quoi. Et justement, peut-être sur les choix, là, Aurélie, vous m'avez parlé de filtre UV, d'un pesticide. Est-ce qu'il y a une autre molécule qui, selon vous, selon le rapport, devrait être particulièrement suivie? Les substances qu'il faudrait particulièrement suivre, c'est celles pour lesquelles on a mis en évidence des risques pour les coraux. Donc, c'est-à-dire les filtres UV, il y a 3 substances filtres UV pour lesquelles on a mis en évidence des risques. Il y a 2 pesticides, chlordécone, chlorpyrifos, et puis un certain nombre de métaux. Donc, au total, c'est une vingtaine de substances pour lesquelles on a mis en évidence des risques. Et ça, même une vingtaine de substances, ça coûte quand même de l'argent d'aller faire 20 analyses sur, on s'imagine, un nombre de points de collecte immense. Je pense que oui, il y a un coût, et puis aussi il faut faire une optimisation de la méthodologie analytique. En fait, c'est pas, pour certaines substances, c'est pas que juste je prélève et puis j'analyse. Il faut aussi, c'est un travail, il y a tout un travail derrière en fait qui quand même il a un coût en fait. Et Aurélie, est-ce que le travail de l'ANSES sur les récifs coralliens s'arrête ici, vous rendez un rapport? Ou vous allez suivre ça sur plus longtemps dans d'autres endroits? Nous, effectivement, on a été saisis pour une question précise, on l'a dit en 2018. Donc maintenant, on a rendu notre rapport d'expertise collective, on a émis un certain nombre de conclusions, de recommandations. Donc c'est au ministère de prendre notre rapport et puis d'éventuellement mettre en musique ces recommandations. Nous, il n'est pas prévu qu'on continue de travailler sur le sujet, sauf si nos ministères nous le redemandent, évidemment. Et ça arrive pour toutes les expertises, finalement. Vous avez une question précise à laquelle vous devez répondre, vous travaillez dessus pendant un certain temps, vous rendez, et là, le travail s'arrête ici. Vous ne savez pas, finalement, quelles actions vont être prises ou pas. Est-ce que vous avez des retours, d'ailleurs, concrets du ministère en disant écoutez, vous avez fait une excellente recommandation, on va l'appliquer. Alors on ne dit pas exactement comme ça, mais oui, ça arrive qu'on ait des retours de nos ministères qui nous disent effectivement ça on l'a mis en place, et donc ça peut se voir par exemple par une loi, par des choses un peu plus réglementaires, par des choses mises en place, et donc oui, régulièrement on a des retours, pas forcément à très courte échéance, mais on a des retours régulièrement par rapport à nos recommandations. Et là, vous pouvez nous rappeler, vous l'avez rendu quand ce rapport? Il a été publié mi-septembre. Oui, mi-septembre. Et donc déjà des retours ou pas forcément? Pas encore. D'accord. Donc on arrive bientôt à la fin de ce live. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce que finalement sur les actions à mener, on a parlé d'actions à mener à l'échelon européen. Est-ce que peut-être vous avez des recommandations, peut-être Karen, plus locales sur tel territoire? Est-ce qu'on pourrait mettre en place, je ne sais pas, par exemple, dans un territoire, il y a trop de tel métal, donc on va préconiser à cette échelle-là d'essayer d'améliorer le procédé de station d'épuration ou des choses comme ça? Pour les cas des métaux, on a, comme je vous expliquais tout à l'heure, on avait quand même des doutes sur si c'était vraiment les concentrations qu'on avait retrouvées, c'était des concentrations naturelles ou ça venait d'un apport anthropique. Et puis dans nos recommandations, on a mis que pour les territoires dans lesquels on a identifié des risques, il fallait vraiment confirmer la présence, les concentrations de ces substances. Et on avait mis des recommandations également de l'importance d'avoir des valeurs de référence, en fait, de savoir, comment dire, de manière, savoir
quelle est la concentration naturelle de ces métaux dans ces territoires. Parce que ces métaux-là, ils peuvent être présents naturellement, de manière naturelle, ouais. Et avec des pics de temps en temps liés aux activités anthropiques. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous aviez envie de mettre en valeur à partir de ce rapport, des choses dont vous êtes particulièrement, vous avez particulièrement envie de mettre en avant pour finir un peu cette discussion? Moi, nous, je pense que les messages qu'on a mis dans notre rapport, c'est que voilà, l'importance c'est vraiment de limiter les rejets et puis parce qu'on pourrait être amené à toujours faire des évaluations des risques à l'infini au fur et à mesure qu'on a plus de nouvelles données, mais que, comme on avait dit que probablement les risques sont sous-estimés, mais déjà des actions au niveau local qui permettent de diminuer ces rejets, c'est très important. Et puis ça va contribuer aussi à que les coraux puissent faire face à toutes ces problématiques des changements climatiques. Voilà. Si on diminue les rejets, les coraux ils seront un peu plus armés pour faire face à tous ces changements dans lesquels ils sont actuellement soumis. Oui, parce que c'est vrai que pour revenir sur la santé des coraux plus généralement, est-ce qu'on sait l'impact un peu proportionnellement du changement climatique versus les polluants? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est un effet commun? On n'est pas capable aujourd'hui de dire quel est le pourcentage de destruction qui est dû aux substances chimiques, au dérèglement climatique ou à d'autres choses. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a 20% qui sont définitivement détruits dans le monde et qu'il y a des pressions de plus en plus fortes dues au dérèglement climatique. On sait qu'il y a aussi la pollution chimique et donc si déjà on réduit la pollution chimique, on va les aider, comme dit Karen, à être un peu plus forts pour supporter ce qui les attend dans les années à venir. Oui, parce que finalement, en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'introduction, mais quelle est l'importance des coraux? C'est l'importance non seulement parce qu'ils arbitrent toute une biodiversité, sinon c'est une importance aussi au niveau sociétal, en fait, parce qu'ils produisent des ressources aux populations, mais également ils les protègent des intempéries, des cyclones et tout ça. Ce sont des protecteurs en fait des côtes. Du coup, il a non seulement une importance au niveau écologique, mais il a aussi une importance pour la société. Oui, bien sûr. Et je prends une dernière question ou encore peut-être encore une autre après celle-là. Il nous reste à peu près 5 minutes, donc là maintenant c'est les dernières questions. Question assez précise pour revenir, peut-être Aurélie, vous pouvez nous dire ça. Une personne aimerait avoir des précisions sur le métier d'écotoxicologue. Qu'est-ce que... je vais laisser Karen, qui est écotoxicologue. Je pense que c'est la bonne personne pour répondre. Voilà, c'est une discipline on va dire des sciences de l'environnement, parce que c'est très large, mais nous, on étudie surtout les effets des substances, les effets des substances sur les organismes. On utilise plusieurs modèles biologiques, puis il y a déjà des modèles biologiques qui sont très utilisés, mais il y a toujours encore des modèles biologiques qui sont encore en développement, qui peuvent nous servir pour nous donner une idée des effets des substances chimiques dans les écosystèmes. Éco pour écosystème, toxicologue, puisqu'on peut aussi s'intéresser, j'imagine, il y a des toxicologues qui s'intéressent uniquement à la santé humaine, peut-être d'autres à la santé animale. Voilà, écotoxicologue parce que c'est plutôt relié à l'environnement en fait. C'est pour ça que c'est le mot éco. Et toxicologue, on va regarder plutôt des études justement chez l'animal, rats, mammifères, etc., etc. Si on étudie en revanche que les études humaines, on est épidémiologiste. On a vraiment chacun notre... D'accord, donc à l'ANSES, j'imagine, vous avez beaucoup de toxicologues sur différentes expertises. Exactement. On a des écotoxicologues, des toxicologues, des épidémiologistes, des chimistes. Il y a vraiment beaucoup de profils différents. J'ai une dernière question qui est en train de s'afficher et après il ne restera plus qu'à vous remercier toutes les deux pour toutes ces réponses et la clarté de celle-ci.
Alors on a un gros suspense, je vois 3 petits points qui s'affichent sur mon équipe pour me dire qu'il n'y a plus de questions côté chat. Donc écoutez, ça me semble le bon moment pour conclure ce live LinkedIn. Encore merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle donc Aurélie Mathieu, vous êtes pharmacienne, toxicologue, juste toxicologue, et Karen Bourga, éco-toxicologue et chef de projet scientifique toutes les deux à l'ANSES. Merci à vous pour toutes vos questions. J'espère qu'on a été clair, que vous avez appris beaucoup de choses sur la santé des coraux, tous les risques tous les risques auxquels ils doivent faire face et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et si vous voulez partager ce live, n'hésitez pas à le faire. Vous aurez un replay sur LinkedIn et sur YouTube. Donc pour les personnes qui ont raté ce live, faites-leur partager. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.